L'ancienne présence de mystérieuses structures métalliques d'origine inconnue est une rumeur persistante en Sibérie, notamment à cause de la mystérieuse explosion dévastatrice qui eut lieu dans la région et des croyances et légendes qui y sont associées. Nous allons nous y intéresser afin d'essayer de différencier le vrai du faux. L'impressionnante chute de la météorite de Tcheliabinsk en Russie le 15 février 2013 est la plus mémorable de la décennie, et elle fit plus d'un millier de blessés. Mais un siècle auparavant, le 30 juin 1908, vers 7h13 en Tunguska, une région de la Sibérie centrale dans l'ancien empire russe, une explosion cataclysmique survint. L'onde de choc fut si violente qu'elle fut ressentie à plus de 600 km de distance, et les paysans témoins de l'événement décrivirent un objet très brillant et blanc, bleuté, trop brillant pour être observé à l'œil nu et à la forme cylindrique. La chute de l'objet dura 10 minutes. Il se pulvérisa au sol, et un immense nuage de fumée noire fut formé. L'écho du choc fut entendu jusqu'à 1000 km de distance. Et l'impact déclencha un séisme de magnitude 5 qui fut enregistré jusqu'aux États-Unis, l'épicentre du séisme se situant en plein cœur de la Sibérie orientale. L'événement coucha 60 millions d'arbres au sol, et ils furent brûlés comme des allumettes, et les animaux et les installations à proximité furent réduits en cendres, tandis que certains troupeaux de rennes disparurent sans laisser de traces. Mais il semble que seuls 2 chasseurs furent des victimes humaines de la catastrophe. Dans cette région difficile d'accès, isolée et inhospitalière, les premiers concernés par cet événement furent les Evenks, un peuple indien tribal appartenant au groupe de peuples des Tungus et qui était éleveurs de rennes et chasseurs. Ils trouvèrent des explications aux phénomènes qui étaient liés à leurs croyances. Pour les Evenks, cette explosion fut provoquée par le dieu du tonnerre Agdi, qui, invoqué par des chamans rivaux, déploya sa colère sur leur terre. Dans leur culture, le tonnerre se manifeste à travers des oiseaux noirs, semblables à des oies, aux yeux brillants comme des éclairs. Et le jour de l'événement, ils virent d'innombrables oies survoler le ciel et apporter le malheur. Pendant 2 semaines après l'impact, les forêts et les alentours brûlèrent et furent visibles sur plusieurs centaines de kilomètres. Durant des mois, des dizaines de milliers d'étoiles filantes furent observées suite à la désintégration de l'objet. Le ciel était illuminé de rouge pourpre pendant la nuit, et des halos embrasés s'étendirent à travers le continent. Les Evenks pensaient que la région était enchantée, et qu'Agdi vivait à l'endroit de la catastrophe, ce qui fit que pendant 20 ans, ils ne s'aventurèrent plus dans la région. Ils pensaient que, d'une manière ou d'une autre, ils avaient désobéi à leur dieu, qui les châtia de sa colère. En mars 1927, la première expédition pour inspecter le site fut lancée par le géologue Leonid Kulik. Kulik, aidé d'un guide, explora la région de l'épicentre qui était totalement dévastée pour tenter de déterminer la cause. Cependant, il ne trouva que d'énormes cratères de plusieurs mètres, et il fut incapable de trouver l'objet à l'origine de ce cataclysme, bien qu'il fût persuadé qu'il s'agissait d'une météorite. Il n'y eut plus aucune expédition jusqu'en 1958. Durant ce laps de temps, énormément de théories se développèrent. Crash d'un vaisseau spatial, explosion atomique, comète, astéroïdes, météorites, nombreuses étaient les hypothèses. Et en parallèle, les mythes autour de la région commencèrent à lier l'explosion à d'étranges événements qui auraient été décrits par les tribus locales et les rares explorateurs, marchands et nomades passés par là. Les témoins rapportent que de mystérieuses structures métalliques auraient été observées. Ces dernières, en forme de chaudron et de dôme, mesureraient entre 6 à 9 mètres de diamètre. On raconte qu'il y ferait chaud à l'intérieur, mais que ceux qui y passeraient plusieurs nuits tomberaient gravement malades. Il aurait été impossible d'y prélever quoi que ce soit, car les structures ne pouvaient pas être brisées avec les outils qu'ils disposaient. Bien qu'aujourd'hui ces structures auraient mystérieusement disparu ou se seraient enfoncées dans le permafrost, le nom des zones de la région y ferait référence, comme le peuple de fer, la rivière du Chaudron ou encore trou dans le sol. Les légendes du peuple sibérien yakoute font de nombreuses références à des explosions, des tourbillons de feu ou encore à des sphères lumineuses dans les airs. Elles décrivent également des maisons de métal sonores, car les sphères de feu seraient produites par un orifice qui cracherait de la fumée et du feu situé au centre d'un couvercle d'acier fracassant. Au cours de l'histoire, les traditions et les légendes font mention de plusieurs explosions et boules de feu géantes qui furent en lien avec la destruction et le chaos. Ces études sur ces mythes sont menées par le docteur Valery Uvarov, qui dirige le service de recherche d'informations scientifiques et techniques sur les ovnis de la National Security Academy en Russie. Ce dernier prétend que selon les nombreux témoignages concordants, des sphères lumineuses se déplaçant à des vitesses variables et baptisées les exterminatrices firent exploser 14 fois des météorites qui auraient pu être fatales pour notre planète. Selon lui, elles seraient contrôlées à distance et tout proviendrait d'une installation probablement souterraine. Les mystérieux dômes seraient-ils en réalité souterrains et reliés à cette installation? Et sortiraient-ils alors de terre afin de servir de rampe de lancement pour ces mystérieuses sphères protectrices le moment venu? Ainsi,
Uvarov avance que le 30 juin 1908, ces sphères seraient responsables de la destruction de la météorite qui se serait morcelée avant de s'écraser à une centaine de kilomètres autour de la zone d'impact en plusieurs gros morceaux. Quant au mystérieux créateur de ces installations à la technologie avancée, Uvarov estime qu'il s'agit. Bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de cette mystérieuse explosion qui secouait toute la région de la Tukhunska en Sibérie en 1908. Certaines rumeurs provenant de témoignages de la région feraient allusion à l'activation d'un étrange faisceau lumineux d'où émergeraient des boules lumineuses. Lors d'une interview, un scientifique russe du nom de Valery Uvarov aurait évoqué l'existence d'une installation extraterrestre antédiluvienne qui détruirait en altitude toutes les grandes météorites qui se rapprocheraient de la planète. Et cette arme aurait été activée en 1908 dans cette région russe de la Tunguska. Que s'est-il passé à Tukhunska en juin 1908 et existe-t-il une gigantesque installation souterraine dont la construction remonterait peut-être à l'aube des temps? Pour répondre à cette question, notre scientifique Valery Uvarov se lancera dans une vaste enquête et retrouvera un grand nombre de témoignages dans des archives, mais aussi en rencontrant les descendants des habitants de cette région sibérienne, peuplée de Russes, mais aussi de clans de l'ethnie des Yakuts. Le 30 juin 1908, à 7h15 local, une terrible explosion survint accompagnée de vives lueurs. Un événement incroyable causé par la chute probable d'une énorme météorite. Les arbres furent brûlés sur un rayon de plusieurs kilomètres et déracinés par l'onde de choc sur plus de 100 kilomètres. Le bruit de l'impact fut perçu jusqu'à 1500 kilomètres de distance. C'était assez impressionnant. Un nuage luminescent s'étendra sur toute l'Europe et eut une luminosité inhabituelle pendant environ 2 mois. Comme on n'avait pas vraiment trouvé de débris, on pensait que l'explosion de la météorite, ou plutôt celle d'un noyau de comète, aurait eu lieu en altitude, entre 6 et 9 km. L'énergie dégagée aurait été équivalente à celle de 1000 fois la bombe d'Hiroshima. De cet incident, il ne serait resté qu'une multitude de petites sphères de métal et de silicate que l'on aurait retrouvées éparpillées sur le secteur, sur le sol de la région surtout. Ceci pour la version officielle, hein, mais Uvarov, s'appuyant sur une multitude de récits, de témoignages, mais également de légendes des peuplades Yakuts, nous livre une histoire incroyable et totalement invraisemblable. Selon l'enquêteur russe, la gigantesque météorite n'a pas vraiment percuté la Terre, car elle aurait été détruite en haute altitude. Non par son entrée dans notre atmosphère, mais parce qu'elle aurait été interceptée par une technologie que nos scientifiques n'oseraient même pas rêver. Une technologie générant de l'énergie électromagnétique et produisant d'immenses boules de lumière, des boules de feu ou de plasma d'au moins 60 mètres de diamètre. Selon la tradition des ethnies locales, un siècle quasi jour pour jour avant la venue d'un événement majeur, de l'amplitude de celui qui s'était manifesté en 1908, l'installation se réveille et effectue comme une sorte d'entraînement en émettant des boules de feu de plus petite taille. En 1908, 2 mois avant la catastrophe, les chamans avaient averti les tribus de la région en leur demandant de quitter l'endroit et de ne pas effectuer leur trajet migratoire habituel. De nombreux témoignages de l'époque évoquent le fait que tous les animaux avaient évacué les alentours de la Tunguska, qui était devenue totalement déserte. Plus un oiseau, plus un mammifère, toute la faune s'était déplacée en laissant déserte une surface de plusieurs dizaines de milliers de kilomètres carrés. Une dizaine de jours avant l'événement, selon un grand nombre de témoignages qui furent récoltés bien plus tard, en 1927, à l'occasion de la première enquête sur la catastrophe, la région fut le siège d'activités totalement inhabituelles. Pour Uvarov, l'installation était en début de phase d'activité. On enregistrait d'intenses perturbations électromagnétiques caractérisées par des sortes d'aurores boréales, par des nuages de couleur argentée, une luminescence étrange, des événements qui furent même perçus dans les pays européens limitrophes de la Russie. Le professeur Weber de l'université de Kiel en Allemagne prendra note avec étonnement de ces phénomènes lumineux.
Puis une trentaine de minutes avant l'arrivée de la météorite, les événements vont s'accélérer. Des témoins qui vivaient dans les zones éloignées les unes des autres racontent le même genre d'événements. Un grand pilier de lumière sortira du sol en émettant un bruit incroyable, une sorte de ronronnement très puissant mais surtout très effrayant. Tous les témoins s'accorderont pour affirmer que l'atmosphère même suait la terreur. Il y avait eu à ce moment-là des tremblements de terre, puis des 3 ou 4 séries de 3 détonations très puissantes. À chacune des détonations, le pilier de lumière émettait une sorte de sphère lumineuse énorme. Un des témoins se souviendra que l'énergie dégagée avait fait trembler la terre et briser les vitres de la ferme où il vivait avec son grand-père alors qu'il était assez éloigné du lieu d'où émergeait ce pilier de lumière. La boule de feu émettait une lumière plus vive que le soleil et semblait plus grosse que la lune. Un autre témoin, situé dans une autre région, se souviendra qu'il se trouvait à côté d'un lac. Il se rappellera avoir été envahi par un sentiment de terreur avant que quoi que ce soit ne se passe. L'eau du lac baissera au point que le lac se videra complètement de son contenu, laissant paraître le fond constitué de 2 sortes de plaques séparées entre elles par un interstice dentelé. Les 2 plaques s'écarteront pour laisser émerger à nouveau un de ces énormes piliers de lumière. Les témoins avaient fui aussi loin que possible, ce qui n'avait pas empêché l'intéressé d'être brûlé au visage et aux oreilles, et ses vêtements d'être consumés. Les légendes Yakoutes font état de récits totalement analogues, mais bien plus anciens que ceux de 1908. Ce qui impressionne le lecteur dans l'enquête du Varov est que tous les témoignages récoltés sont assez semblables. À une époque où les médias étaient pratiquement inexistants, et l'isolement était tel que ces témoins ne pouvaient communiquer entre eux. Au total, une série de 14 explosions auront été entendues dans la région et des sphères lumineuses furent aperçues par des témoins situés jusqu'à 1500 km de l'épicentre de la catastrophe. Il ne pouvait pas s'agir des météorites car ces sphères semblaient commandées à distance. Elles volaient à des vitesses variables, changeaient de trajectoire, ralentissaient, puis se mettaient à s'arrêter pendant un moment avant de se propulser à des vitesses incroyables. Probablement à la rencontre de l'ennemi, c'est-à-dire la météorite destructrice dont l'impact aurait pu sans doute provoquer un cataclysme planétaire. Selon Uvarov, ces sphères, qu'il avait baptisées Terminator, avaient coordonné leur trajectoire entre elles avant d'entrer dans la phase d'action finale. Dans un rayon de 800 km, il y avait différents objets dans le ciel, poursuivant différentes trajectoires à partir de directions différentes, parallèles à la surface de la Terre, parfois s'arrêtant, changeant de direction et de vitesse. En d'autres termes, ces objets manœuvraient, ce qui excluait totalement le fait que des objets aperçus soient des météorites ou des comètes. Des milliers d'observations, du moins d'observateurs, n'ont pas pu se tromper ce matin-là. Ces objets se seraient dirigés vers un certain point dans l'espace. À un certain moment de leur vol, les sphères ajustèrent leur position en vue de la météorite qui arrivait, puis avec un vrombissement assez violent, elles prendront leur essor à une vitesse incroyable pour s'orienter vers la dite météorite. Pour Uvarov, qui se base sur une série de témoignages concordants, la météorite aurait littéralement été vaporisée par les Terminators à une altitude d'environ 10 km. L'objet dans le ciel donnait l'impression de fondre. Pour les Terminators, vous avez compris que ce sont les boules lumineuses que le faisceau lumineux envoie. À une cinquantaine de kilomètres de l'interception par les boules lumineuses ou Terminators, et donc de l'explosion dans le ciel, les personnes témoins de la scène seront victimes d'un gigantesque dégagement de chaleur. Leurs vêtements se consumèrent et une chaleur incroyable venant de l'altitude inonda la taïga glacée. Le sol deviendra brûlant sur un rayon de 60 km. Sur un rayon de 600 km, l'intensité du flash de lumière surpassa la lumière du soleil. Un peu le flash lumineux d'une arme nucléaire. Un instant avant le flash, des arbres furent déracinés, les sommets des collines furent soufflés et les yourtes des nomades Yakoutes s'envolèrent, ce qui donne une idée de la puissance de l'énergie dégagée. En fait, selon Uvarov, il n'y eut pas une seule explosion, mais plusieurs. Une explosion principale qui fera fondre l'énorme météorite et la brisera en plusieurs morceaux, qui furent ensuite alors interceptés par plusieurs autres boules lumineuses,
qui était resté en vol stationnaire pendant la première explosion pour ensuite se précipiter sur les débris restants. Uvarov retiendra 3 sites distinctifs d'explosion par les boules lumineuses, ou Terminator comme il le dit. Des zones séparées par une centaine de kilomètres de distance. Il y avait Shishkov, site 1, Kulik, site 2, et enfin le cratère de Voronov, site 3. Les arbres ne furent pas abattus par un projectile, mais brûlés et projetés au sol par la puissance du souffle des explosions et du dégagement de la lumière et de la chaleur. Le noyau de la météorite aurait été vaporisé complètement au-dessus du site 2 de Kulik. Et un dernier fragment aura été intercepté au-dessus du site 3, dont l'impact causera un gigantesque tremblement de terre ainsi qu'un cratère de 20 mètres de profondeur. Certaines de ces explosions seront si puissantes que des victimes s'évanouiraient et perdront connaissance pendant plusieurs jours. Le soir après l'explosion, des témoins notèrent la présence d'autres boules de feu que les scientifiques de l'époque interprétèrent comme étant d'autres météorites. Pour Uvarov, au vu de la façon dont ces boules de feu volaient, il devait s'agir des fameuses Terminator de réserve, des sphères secondaires de sécurité. Les conséquences de cet événement, aux proportions apocalyptiques, furent étonnantes. Bien entendu, une immense région boisée sera dévastée, mais la végétation et les cultures vont repousser à une vitesse incroyable. La gigantesque décharge électromagnétique qui surviendra aura des effets profonds sur l'environnement et les cultures. Et Uvarov parle même de distorsion spatio-temporelle, ce qui semble assez logique lorsqu'il y a un tel dégagement d'énergie électromagnétique. Ces effets feraient partie en fait de la technologie. Les témoins de la Tunguska mettent en lumière certains faits que l'on retrouve fréquemment lors d'une apparition d'un ovni dont la technologie est censée également dégager d'importants phénomènes électromagnétiques. Selon les informations collectées par Uvarov auprès des descendants directs des victimes de l'explosion de la Tunguska, des animaux, mais également des hommes, furent tout simplement dématérialisés instantanément, puis rematérialisés à une certaine distance du lieu où ils se trouvaient. En d'autres termes, ils furent transférés au moment de la décharge électromagnétique. Ça ressemble un peu étrangement à la fameuse expérience de Philadelphie, vous vous souvenez, le bateau expérimental sur lequel on a fait une expérience en utilisant une puissance magnétique. Et grâce à cela, on avait réussi à le dématérialiser complètement. Continuons. Comme si l'espace et le temps s'étaient complètement pliés. Et bon, les témoins parlent d'un autre phénomène qui se serait produit. N'oublions pas que nous étions en plein mois de juin et que le jour de l'événement, le ciel était d'un bleu limpide. Au moment de la catastrophe, des témoins virent le ciel carrément s'ouvrir en deux et purent voir la voûte céleste et les étoiles. Et le firmament, comme s'ils s'étaient retrouvés dans l'espace. Et tout cela en plein jour. Leur lieu d'origine est assez éloigné les uns des autres et laisse deviner l'existence d'une installation souterraine d'une taille assez colossale. Les technologies permettant de fabriquer des sphères de plasma télécommandées à distance ne font officiellement pas partie de notre arsenal aujourd'hui. Cependant, on peut dire que de très nombreux incidents laissent penser que l'on se livre depuis pas mal d'années dans la partie occidentale de l'Australie à des expériences militaires top secrètes portant sur la production de ces fameuses boules de feu. Je pense que là, on essaye de reproduire le phénomène de la Tunguska. De nombreux fermiers australiens parlent de ces boules de feu d'1 ou 2 mètres de diamètre maximum. Mais bon, rien de comparable à ce qui s'était produit en Sibérie il y a presque un siècle maintenant. Par conséquent, ces gigantesques boules de feu pilotées à distance et aussi brillantes que la lumière dégagée par le soleil, et l'émergence de ces piliers de lumière ne pouvaient pas avoir une origine humaine. L'affaire de la Tunguska n'est selon Uvarov qu'un épisode de la vie de cette mystérieuse installation qui bouleverse toute cette région du nord-est de la Russie. En effet, il existerait des témoignages, certes beaucoup plus rares, et aussi des récits et légendes des peuples yakouts qui décrivent des événements similaires, un pilier de lumière, boule de feu, interception d'un objet céleste,
dans des périodes bien antérieures à 1908. Mais il semble bien que la mystérieuse installation ait repris du service à plusieurs reprises ces dernières années. Le 26 février 1984, les passagers d'un bus qui circulait dans l'Est sibérien, près de Mirny, observèrent au loin l'émergence d'un fin pilier de feu, puis l'objet entamant une série d'étranges métamorphoses géométriques. À ce moment, une météorite située à une altitude de 100 km poursuivait exactement la même trajectoire que celle décrite en 1908. Des pêcheurs des environs virent s'élever dans les airs à partir des collines environnant deux énormes sphères lumineuses qui prendront de la vitesse, s'élèveront verticalement pour disparaître à toute allure derrière les nuages. Les nuages se mettront à luire d'une étrange lueur pendant un certain temps. Ensuite, sans pour autant toucher le sol, la météorite explosera en une pluie d'étincelles dans la région située au-dessus de la rivière Choulim, nous racontera Uvarov. Comme à la Tunguska en 1908, une expédition envoyée sur les lieux ne trouva aucun débris de la météorite, mis à part des fragments de minuscules sphérules de magnétite et de silicate. L'explosion ayant eu lieu à très haute altitude, les arbres ne furent pas touchés comme en 1908. La météorite, très certainement de plus petite taille, avait été vaporisée en altitude. Ces dernières années, plusieurs expéditions furent planifiées, nous raconte Uvarov, pour se rendre sur le site afin d'en savoir un peu plus sur cette mystérieuse installation, qui de toute évidence doit être d'une taille assez gigantesque. En effet, selon les témoignages, des piliers lumineux surgissent du sol lors de phases d'alerte, lorsqu'une météorite est en approche. Des piliers situés à des distances très lointaines les unes des autres. Rien apparemment n'affleure au sol, ce qui veut dire que l'installation serait complètement souterraine. Un des témoignages, comme on l'a vu, évoquerait par exemple l'existence d'un de ces piliers au canon à plasma ou boules de feu de très grand volume qui se trouverait niché au fond d'un lac. Le lac se vide rapidement et deux immenses portes ou plaques dentelées constituent le fond du lac s'écartent l'une de l'autre pour laisser émerger le pilier lumineux. Tous ces lieux composant l'installation doivent être interconnectés, je pense, les uns avec les autres, puisqu'ils réagiraient en même temps à l'approche d'un danger. Cette installation devrait comporter très certainement des centrales énergétiques ou à tout le moins une technologie permettant de créer et de transporter d'énormes quantités d'énergie en différents lieux assez rapidement. Un premier rapport des militaires américains annoncera l'arrivée d'un corps cosmique, un satellite de défense US, confirmera l'irruption d'une importante météorite dans la région de Boïdaïbo, dans la zone d'Irkoutsk. Il s'agissait d'un objet brillant situé à une altitude de 62 km et qui approchait de la Terre avec un angle de 32 degrés. L'observation fut interrompue par une massive explosion en altitude du corps céleste, une explosion équivalente à 200 tonnes de TNT. Des témoins de la région interrogés par la suite relateront des événements au sol proches de ce que l'on aurait vu avant l'affaire de la Tunguska. Les animaux auraient quitté la zone à la veille de l'explosion. Une demi-heure et avant l'événement, l'installation entre en fait dans sa phase active. Apparition des piliers et tir des fameux boules de feu, ces larges boules de lumière qui ont disparu rapidement. Cette fois derrière les nuages car la météo était assez mauvaise. Bon là, comme je viens de le dire dans ce bref récit, donc en Russie, il existerait une installation antédiluvienne qui s'enclencherait lorsqu'une météorite s'approche de notre planète. Et le système, du moins la technologie, enverrait des boules lumineuses qui détruiraient à distance certaines de ces météorites. Mais bon, il faut comprendre que cette arme ne se déclenche qu'au niveau de la Russie. C'est-à-dire si des météorites ou des astéroïdes viennent de l'autre côté de la planète, elles ne seront pas ciblées par cette arme. Je pense à l'astéroïde Absinthe qui, dans l'Apocalypse, devrait tomber sur notre planète. Je pense que cet énorme météorite ne va pas tomber, du moins ne va pas survoler la Russie. Il va contourner la planète et je pense qu'il tombera dans l'océan
parce que si c'est une punition divine, l'absinthe, je pense que le créateur des mondes sait très bien ce qu'il y a en Russie, hein, surtout l'installation antédiluvienne qui intercepte les météorites. Mais bon, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que cette explosion de la Tunguska en 1908 annonçait probablement, du moins c'était probablement un signe annonciateur qui signifiait aux Russes que leur pays allait plonger dans un athéisme 9 ans plus tard, avec l'avènement du communisme athée. Parce que comme vous le savez, le communisme a commencé à fermer toutes les églises, hein, puisque la religion est l'opium des peuples. Donc dès que le communisme s'est implanté en Russie, ben, on s'est immédiatement débarrassé de la religion. Mais bon, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pour les peuples qui se révoltent, les religieux de l'époque avaient tendance à, comment dire, à accepter la dureté des monarchies. C'est-à-dire, ils avaient tendance à vivre aux côtés des monarchies qui étaient parfois sanguinaires. Donc, aux yeux des peuples, l'Église de l'époque était complaisante avec ces monarchies dictatoriales. Donc, lorsqu'une révolte s'ensuit, ben, automatiquement, ben, les révoltés vont s'attaquer immédiatement à l'Église. C'est l'erreur de l'Église, voilà, il ne fallait pas s'allier avec les fameuses monarchies dans le temps. La France est un exemple flagrant. À travers l'Église, les gens voyaient un peu la répression de la monarchie, puisque l'Église avait toujours été complaisante avec les monarchies. Mais bon, je reviens à cette fameuse installation antédiluvienne qui se trouverait en Russie. Bon, faut comprendre que ce site aurait été conçu par des civilisations extraterrestres. Il y a de cela plusieurs milliers d'années. Et il s'était implanté dans cette région et avait conçu ce dispositif pour détruire certains météorites. Mais il faut comprendre aussi une chose, c'est que cette arme peut être utilisée contre des vaisseaux extraterrestres qui seraient, comment dire, qui n'auraient pas une mauvaise, qui auraient de mauvaises intentions envers nous. Par exemple, comme vous le savez, notre planète est survolée par plusieurs races d'extraterrestres qui jusqu'à présent étaient plus ou moins, je vais dire pacifistes, oui, entre parenthèses, puisque quand on voit les millions de personnes qui sont enlevées, qui sont pas disséquées, mais bon, étudiées à l'intérieur des vaisseaux, on ne peut pas dire que ça soit vraiment pacifique. Parce qu'ils prennent même des femmes qu'ils fécondent avec des semences extraterrestres, donc, et ça contre la vie des gens. Et peut-être que dans le futur, notre ami le diable peut très bien nous orienter une race d'humanoïdes extraterrestres qui serait assez agressif. Donc cette installation peut-être pourrait nous aider dans le futur à nous défendre contre cette nouvelle menace extraterrestre. Ça serait probablement une nouvelle race d'humanoïdes extraterrestres qui n'a pas encore découvert notre système solaire. Mais comme ces gens ont envoyé des sondes dans l'univers, ben, je pense que tôt ou tard, ils vont découvrir notre système solaire. Et quand on voit toute l'activité extraterrestre qu'il y a dans notre système solaire, je pense qu'ils ont très probablement détecté beaucoup de signaux. Surtout avec la radio et la télévision ou toutes les ondes qu'on émet, je pense qu'ils ont déjà capté certaines de nos ondes. Donc il faut faire attention, il faut surveiller le futur et voir si une nouvelle race d'humanoïdes extraterrestres n'approche pas notre système solaire. Et celle-ci, je pense qu'elle sera beaucoup plus agressive que ceux qui nous surveillent actuellement.